Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h12, on est sur Europe 1, on marche sur la tête et on est en direct. On va réagir, bien entendu, à la dernière sortie de Jean-Luc Mélenchon. Qui appelle tout le monde à mettre des drapeaux palestiniens, c'est ça Oui, à partir du 8 octobre. Oui. À partir de demain, dans les facs françaises. Merci, oui, monsieur Mélenchon. Il est trop bon d'avoir laissé le 7 octobre comme journée de commémoration des attentats islamistes qui n'en sont pas pour Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on se souvient que le communiqué de la France Insoumise parlait d'offensive armée et qu'ils n'ont jamais qualifié cela de terroriste et si je peux me permettre, dans le même communiqué où il appelle dans le même mouvement où il appelle à pavoiser les universités du drapeau palestinien, il dit aussi ne pas juger le Hezbollah. Ne jugeons pas parce que je ne suis pas libanais, je ne peux pas juger. Et dans le même temps, il juge Netanyahou alors qu'il n'est pas israélien, donc c'est quand même très étonnant. Enfin, c'est la suite de ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale avec les deux drapeaux palestiniens brandis par Rachel Keke et par Sébastien Delogu à l'Assemblée nationale, c'est la suite. Jean-Luc Mélenchon se moque éperdument de la Palestine, il souhaite le chaos en France, a fustigé ce lundi sur CNews Georges Bensoussan qui pense exactement la même chose que moi et que nous tous ici, je pense, dans le studio. Tout à fait. Voilà, et c'est ça qui me chagrine le plus, c'est-à-dire qu'il se sert tellement. Il s'en fout totalement de la Palestine et des Palestiniens, sachez-le. Et il a dit, Mélenchon n'a pas de conviction en la matière, exactement. Mélenchon n'est pas lui-même antisémite, voilà ce qu'a dit Georges Bensoussan. Mélenchon se moque éperdument de la Palestine. Ce que vise Mélenchon, c'est le chaos en France pour provoquer une élection présidentielle, c'est ce qu'on avait dit, dans lequel il sera une élection présidentielle anticipée et il aura sa chance, il pense, face à Marine Le Pen. C'est exactement ce qu'on a dit, puisqu'il pense que la seule façon de devenir président pour lui, c'est ça. Et donc, il se dit, sa stratégie passe par l'instrumentalisation de l'antisémitisme supposé de ses banlieues. Il le fait avec un cynisme absolu, c'est ça. Opportunisme. Oui, il ne rend pas service à la cause palestinienne, ni au drapeau palestinien. Exactement. Dans le sens où c'est un calcul donc électoraliste pour la prochaine élection présidentielle, on l'a dit ici, misant sur un vote maintenant ethno-religieux, laissant entendre que d'autres personnes, notamment la classe populaire, ceux qui seront par exemple sous le coup des hausses d'électricité, tout ça n'est plus important pour lui, et il ne compte donc que sur un électorat. Après, il faut toujours tenir le fait qu'on peut véritablement vouloir défendre la cause palestinienne, tout en disant qu'Israël a droit à la sécurité. On peut pouvoir contester la politique de Netanyahou, tout en ayant aucun propos qui puisse nourrir de l'antisémitisme. Comme dans tous les pays, on n'est pas d'accord avec la politique de tout le monde. On peut, mais à condition d'être Vous êtes d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron ? Non. À condition d'être très clair, d'une absolue clarté sur la dénonciation de l'antisémitisme. Bien sûr. Voilà. Et à partir du moment où c'est pas clair, ça veut dire que les personnes ont pris une glissade accélérée. Exactement. Vers l'indignité, en fait. Oui, on a tout à fait évidemment le choix de ne pas être d'accord avec la politique de Benyamin Netanyahou. Là où il y a débat, c'est sur le droit d'Israël à se défendre. C'est là où il y a débat. Parce que évidemment que vous pouvez ne pas être d'accord avec Benyamin Netanyahou, ses choix politiques, et d'ailleurs il est largement contesté en Israël, et la plupart des gens qui ont été assassinés, des Israéliens qui ont été assassinés le 7 octobre, étaient en désaccord avec Benyamin Netanyahou. Ils s'en sont pris à des pacifistes, pour la plupart de le gauche. festival de Nova, c'était ça, et le kibbutz. Quand on dit qu'Israël n'a pas le droit de se défendre, là, moi, ça me pose problème. Exactement. Là, ça me pose problème. Parce qu'Israël est en train de se défendre sur 7 fronts, et Israël est en train de se défendre face à un mal qu'on connaît bien aussi en Europe, et ils sont en première ligne face à ce mal qui s'appelle l'islamisme, que ça soit le Hezbollah ou que ça soit le Hamas. C'est pourquoi la déclaration d'Emmanuel Macron à 48 heures du 7 octobre qui appelle à ne plus envoyer d'armes en Israël, sachant que la France n'envoie pas d'armes en Israël. La France envoie des armes en Arabie Saoudite qui mène une guerre sanguinaire au Yémen. 11 milliards au Qatar. Voilà, on envoie au Qatar qui abrite les chefs politiques du Hamas, en plus, qui finance le Hamas. Donc là, il y a du deux poids deux mesures aussi, c'est criant. On envoie des armes au Qatar, on envoie des armes en Arabie Saoudite, mais on n'en envoie pas en Israël, soit. Mais on appelle maintenant les Américains à ne pas en envoyer non plus à 48 heures de l'hommage du 7 octobre. Il faut bien comprendre que ce matin, à l'Élysée, étaient reçues des familles de victimes. Imaginez leur malaise avant d'aller voir le président de la République. Cette rencontre était prévue avant la sortie du chef de l'État. On va voir le président de la République qui a appelé à ne plus envoyer d'armes en Israël, alors qu'il y a 7 fronts actuellement. Et tout en disant qu'Israël doit exister. Donc c'est totalement hypocrite. Et en étant favorable il y a un an
à une coalition internationale. Européenne. Comment cette coalition internationale aurait-elle fait si différemment de Benyamin Netanyahou pour combattre le Hamas? 01 80 20 39 21, réagissez. Jean-Luc Mélenchon donc souhaite le chaos en France. Est-ce que vous pensez la même chose? Et Jean-Luc Mélenchon qui demande, donc qui appelle à mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités demain. Donc demain, ça va être encore des émeutes. Il appelle toujours aux émeutes. C'est insupportable. Nicolas est avec nous en ligne. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyril. Merci Nicolas, vous nous appelez de Montpellier, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Alors, comme vous l'avez évoqué, je pense qu'il y a avant tout de l'opportunité politique de la part de Mélenchon de surexploiter cette cause parce qu'il a compris qu'elle était très très vendeuse auprès d'une cible qui a toujours déserté les urnes pendant des décennies. Donc, moi, je trouve que dans leur façon de faire, si vous voulez, du côté de LFI, il y a des idées qui sont vraiment très inquiétantes et qui paraissent très dangereuses. Maintenant, ce qui m'inquiète tout autant, c'est que je trouve qu'il y a du génie politique quand même chez LFI. Ouais. Et quand on a envie de combattre des gens, je pense qu'il faut essayer de regarder un petit peu comment ils font et vraiment d'aller chercher des électeurs qui n'ont jamais voté, même si c'est avec les prétextes les plus sordides et les plus nauséabonds. C'est malheureusement, c'est dur pour moi de dire ça, mais c'est quand même bien joué. Oui. Donc voilà, c'est vrai que Mélenchon n'aspire qu'au chaos, puisque quand on regarde, finalement, c'est quelqu'un qui aimerait que rien ne se règle, Mélenchon, que ce soit côté palestinien, etc. Et puis, maintenant, si vous voulez, quand on parle qu'il exploite la cause palestinienne, moi, j'ai envie de vous dire, pour lui, c'est pas la nationalité des gens, des victimes qui compte, c'est plutôt l'espèce de monstre qui existe pour lui et contre lequel il voudrait un petit peu liguer tout le monde, parce qu'on sait très bien que dans l'inconscient un peu collectif, Israël et les Juifs seraient un peu des marionnettistes, etc. Donc on l'a pas entendu sur le conflit en Syrie, parce que c'était un conflit qui divisait finalement beaucoup les musulmans. Sur la Syrie, les musulmans n'étaient pas unanimes. On n'a jamais vu beaucoup de manifestations sur la Syrie, pourtant il y a eu beaucoup de morts. Et là, si vous voulez, il a compris que il y avait un spot d'électeurs qui était totalement inexploité. D'ailleurs, on a entendu même ses anciens collègues le dire, qui disaient que quand ils allaient dans les cages d'escalier, ils montraient la photo de Mélenchon quand ils voyaient des gens de couleur et que ça matchait de suite. C'est Ruffin qui a dit ça, oui. Oui. Ouais, de Ruffin, mais c'est hautement probable. Et donc voilà, il a le verbe pour eux. Ce qui est dangereux aussi, c'est qu'on peut aussi se dire que il est conscient que ça serait une population qui serait capable rapidement comme on dit, de lever le bal, et qui sont souvent des gens qui sont quand même assez rompus avec les émeutes, le combat de rue, etc. Et on a l'impression, si vous voulez, qu'il veut en faire une chasse gardée. De toute façon, il n'est pas très concurrencé sur cet électorat-là, mais qu'il n'y a que lui qui arrive à avoir le dialogue avec eux. Et la cause palestinienne, c'est un sésame pour ça. Je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait un influenceur belge qui avait parlé à l'attention des musulmans de France en leur disant, mais vous savez, il faut voter pour LFI, parce que LFI, ils sont contre le RN, mais surtout, ils sont pour la Palestine. Donc, je veux dire, le message est bien passé, si vous voulez, de part et d'autre. Et j'ai l'impression, voilà, que il a compris que c'était assez intarissable et qu'il va exploiter ce filon jusqu'au bout, et que, comme c'était dit par des gens qui sont sur le plateau tout à l'heure, il a un agenda, Mélenchon. Son agenda, c'est ou une élection anticipée ou 2027. Oui. Et il a surtout bien compris que Marine Le Pen est une machine à perdre. C'est-à-dire que... moi, je pense que attention, je pense que les deux... Non, je pense que... Mélenchon-Le Pen, Mélenchon n'est pas sûr de gagner du tout. Hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je pense que même Marine Le Pen aimerait se retrouver face à Mélenchon, parce qu'elle pense qu'elle aura plus de chances de gagner. Hein. Oui, absolument. Ah oui. Que face à un candidat centriste. On n'a jamais eu ce type de configuration, mais bon, ça serait quand même vraiment scabreux. Et en tout cas, si vous voulez, lui, on sait que c'est plus ou moins sa dernière élection. Oui. C'est son va-tout. Bien sûr qu'il est pour la politique du chaos. Et moi, j'ai envie de vous dire, tant qu'on aura en France un peu cet esprit de... On a un problème en France d'amour du maillot.
Et j'ai l'impression que des gens comme Mélenchon, ils surfent constamment sur ça, en allant voir tous les mécontents et en leur disant mais vous voyez, la France, même les Français le disent, c'est pas bien, etc. Ici et là. Et j'ai l'impression qu'ils surfent un peu sur ce déni, sur cette détestation de la France ou sur ce non-amour de la France qu'on devrait tous avoir. Pour essayer de convaincre les gens qu'il faudrait renverser la table pour que ça aille mieux. Merci Nicolas. Il n'a pas trop de solutions à nous proposer, c'est ça qui fait peur. Merci Nicolas d'avoir été avec nous, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Jean-Luc Mélenchon donc appelle à mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités demain. En une minute, Gauthier Lebray. Il y a quelqu'un qui a considérablement renforcé Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Il s'appelle Emmanuel Macron, de par sa déclaration sur les armes qu'il ne faudrait pas envoyer en Israël. Ils ont tous réagi, tous ont salué la prise de parole d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, Éric Coquerel, Mathilde Panot. Ils étaient tous là. Ils ont même demandé qu'Emmanuel Macron convoque l'ambassadeur d'Israël en France après les propos de Benjamin Netanyahou qui a répondu en disant honte à Emmanuel Macron. Donc il a renforcé la France Insoumise et au même moment, la France Insoumise défilait dans les rues de Paris pour une manifestation non pas pro-palestinienne mais anti-israélienne, où il y a eu une nouvelle fois des appels à l'intifada, donc au soulèvement. Alors justement, de par on va en parler de ça. L'assistant parlementaire d'Ercilia Soudet, député la France Insoumise. Thibault, voilà, exactement. Un collaborateur LFI et activiste. Exactement. Les amis, on va aller jusqu'au bout. Notre camarade Elias, donc il fait référence à Elias Imzalen, le fondateur donc du site Islam et Info, qui avait déjà appelé à l'intifada le 8 septembre. Il dit les amis, on va aller jusqu'au bout. Notre camarade Elias avait raison. Le seul chemin dans les rues de Paris, c'est l'intifada. Donc, vous voyez bien qu'ils veulent tous qu'une seule chose, tous, c'est le chaos. Le chaos, puisqu'ils ne passent pas dans les urnes, ils veulent passer donc par le chaos et par une anarchie totale et par la rue. Exactement. On va en parler dans un instant. Donc, réagissez. Jean-Luc Mélenchon qui appelle à mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités demain. 01 80 20 39 21. On vous attend sur Europe 1 tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, bien entendu, et vous réagissez, bien entendu, à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. On va le rappeler, et on va le rappeler avec Gauthier Lebray, bien entendu. Jean-Luc Mélenchon appelle à pavoiser toutes les universités de France demain du drapeau palestinien, et on vient de l'entendre dans le journal d'Émilie. Ça a déjà commencé, mais ça a déjà commencé et pas seulement le 7. Ça fait des mois que ça dure, des semaines que ça dure, notamment à Sciences Po, dont on parle quasiment chaque semaine, qui défraie la chronique. D'ailleurs, on a appris ce week-end que ça y est, on en parlait vendredi. On était sceptiques, est-ce que le nouveau patron de Sciences Po va faire quelque chose? Il a été bon. Il a fait un article 40, il a signalé au procureur. Mais là, bravo d'Artigol, il avait dit. Merci. Oui, alors moi je vais être un peu plus sceptique que notre ami d'Artigol. Non mais vous feriez mieux d'être antiseptique. Merci, c'est bon. On a appris quand même que le chef du boxon, c'est un doux euphémisme de ma part, à Sciences Po, était le collaborateur de Rima Hassan. Exactement. C'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on a le collaborateur de Rima Hassan qui est à l'avant de ces manifestations pro-palestiniennes qui ont lieu. Si, il est inscrit à Sciences Po. Mais il n'y est plus. Il est étudiant à Sciences Po. C'est pour ça qu'il est à Sciences Po et qu'il est juste dans le hall de l'école. Non, le problème que j'ai moi avec cet appel de Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'est un appel aux émeutes, parce qu'on sait comment ça va se terminer. Ça va être un appel aux émeutes, ça va être un appel à la violence. C'est forcément au chaos, c'est toujours exactement pareil. Au chaos, et c'est extrêmement dangereux, excusez-moi. Ludovic est avec nous. Bonjour Ludovic, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On est en direct, il est 16h34. Ludovic, bonjour, vous nous appelez d'où? S'il vous plaît. Bonjour Cyril, bonjour à vos chroniqueurs. Je vous appelle du nord de Lyon, dans le département de l'Ain. J'étais à Lyon ce week-end, on aurait dû se voir, mon Ludo, là. Oui, je sais, j'ai entendu ça vendredi. Bah oui, c'était là. Je voudrais féliciter vos chroniqueurs pour leur pertinence, parce que tout ce qu'ils ont dit depuis le début de l'émission est tellement vrai. Et surtout Valérie Benaïm, qui a fait elle aussi une très belle intervention. Merci beaucoup. Et ça me touche. Alors je vous appelle pourquoi? Parce que moi j'ai été très ému par le témoignage de Judas vendredi. Ah oui, exceptionnel. Oui. Judas, on va le rappeler pour nos auditeurs d'Europe 1. Judas, c'est un étudiant qui nous a appelé, qui nous a dit qu'il ne pouvait plus aller à la fac, qu'il avait peur d'aller à la fac, que pour lui c'était fini, que sa fiancée aussi n'allait plus à la fac, il est de confession juive, et il nous a dit que c'est pour lui c'était impossible de continuer à étudier en France. Oui, Ludovic. Non mais c'est très grave. Très grave. Très grave. Moi, j'ai une fille de 17 ans qui est au lycée aujourd'hui. Elle porte son étoile de David de manière pas de manière ostensible, hein. Très simplement, c'est un petit bijou. Et je lui ai demandé de pas forcément plus l'exhiber. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est fou.
en 2024. Je vais vous dire combien de juifs ont enlevé en France ce qu'on appelle la mezouza. Alors je le dis, j'explique pour nos auditeurs d'Europe 1. C'était quelque chose qu'on met devant la porte, hein, bien entendu, et qui porte bonheur, hein, dans la maison. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont enlevé, parce qu'ils ont peur. Ils disent sinon on va savoir qu'on est juif, donc on l'enlève, vaut mieux l'enlever, et il vaut mieux vivre sans. C'est incroyable. Certains vont même jusqu'à changer leur nom quand ils vont demander une livraison de nourriture, ou quand ils vont commander un taxi. C'est hyper grave, et ça a été même conseillé. Sachez-le, ça a été conseillé. Les gens disent oui, quand vous donnez, vous faites une commande, donnez un autre nom, parce que on sait jamais. Vous vous rendez compte ou pas, Ludovic? Ah oui, non, mais vous avez une émission qui porte bien son nom, on marche sur la tête, mais je vais même plus loin. On se tape la tête contre les murs en ce moment. C'est quand même absolument inouï. Et puisque l'un des thèmes, c'est notamment Mélenchon, on a affaire à un irresponsable. Oui. Irresponsable. Pour des raisons strictement électoralistes, hein, pas autre chose, parce que quelque part il s'en fout. Hein. Il est en train effectivement de nous mettre le chaos. Exactement. Il est en train de monter deux communautés, 3 communautés. Il est en train de les monter les uns contre les autres. Et effectivement, il va arriver. Vous savez, Cyril, on est sur un point de non-retour. Oui, non mais c'est ça, mais je le sais. Là, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Et quand Jean-Luc Mélenchon, quelques jours avant le 7 octobre, demande les gens à aller mettre des drapeaux palestiniens partout, dans les facultés, dans les universités, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut des affrontements. Il veut des affrontements, il veut le chaos. C'est de la provocation pure et dure. Oui, mais c'est... Et quand j'ai entendu ça, je suis resté... heureusement que j'étais assis, parce que je vous jure, mais comment un responsable, prétendument responsable politique en France, hein, peut promouvoir ce type de... Et en plus, je veux dire, en plein milieu étudiant, et moi j'ai été étudiant, j'ai vécu des époques aussi où les étudiants sont très manipulés. Là, on est sur une manipulation pure et dure des étudiants en France. Non, mais c'est extrêmement grave, Ludovic, je vous le dis, et c'est vrai que moi ça me fait tellement de peine d'entendre des choses comme ça. Vraiment. Oui, et puis c'est une façon pour Mélenchon d'opposer des communautés. C'est-à-dire qu'il pourrait, dans le même message, dire nous avons envie de 2 États qui coexistent avec la sécurité d'Israël qui est intangible, et puis l'existence et la création d'un État palestinien, et qui vivent l'un avec l'autre en paix. Non, il oppose le fait de pavoiser des drapeaux palestiniens à la tristesse du 7 octobre. Oui, mais nous verrons le résultat de cet appel aussi. C'est-à-dire qu'à Sciences Po, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une minorité. Il faut les virer. On recevait sur Europe 1 tout à l'heure Sébastien Spitzer, qui intervient à Sciences Po, qui a écrit un magnifique livre sur les familles des otages, et qui dit qu'il s'agit véritablement d'une minorité. Et il faut avoir sur les autres campus la manière dont les choses se passent. Mais une minorité qui fait énormément de mal, et qui fait qu'il y a des étudiants qui se sentent très mal et qui n'ont plus envie d'y aller. Je suis désolé. Ludovic, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Ludovic, merci beaucoup, merci. Et merci de nous écouter sur Europe 1. On va se retrouver dans un instant. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Jean-Luc Mélenchon qui appelle donc à mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités. Demain, c'est presque un appel au chaos. Je suis désolé, hein, les mecs, c'est fou, Sébastien d'Artigol. On en parle dans un instant. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h40, s'il vous plaît, Olivier d'Artigol, merci. 16h40 en direct sur Europe 1. Et Jean-Luc Mélenchon qui appelle à mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités demain. On est bien entendu aujourd'hui le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est une date qui résonnera dans nos têtes pendant toute notre existence, hein, tout le monde, hein, vraiment c'est un truc incroyable, voilà, qui se passe. Et c'est vrai qu'on s'est tous réveillés, moi je trouve, ce matin avec une petite gueule de bois, hein, mine de rien, en voyant qu'on était le 7 octobre. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir, continuer à réagir. 01 80 20 39 21. Il y a Mickaël qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, Mickaël. Vous habitez à côté de Lyon, dans ça? À Lyon. Exactement, à Lyon. J'ai été ce week-end, vous n'êtes même pas venu me voir. Dommage. Oui, dommage, mais je vais repasser, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Merci d'être avec nous, Mickaël. Vous faites quoi dans la vie? Je suis commercial. Commercial, très bien. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Tranquille, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Jean-Luc Mélenchon? Moi, je suis pas étonné, parce que ça fait un an plus d'un an d'ailleurs, qui surfe uniquement là-dessus. On a Lady Gaza qui est au Parlement européen. Oui. Il y a des tweets qui sont nauséabondes
mais depuis un bon bout de temps, que ce soit Caron, il tweet uniquement sur Israël depuis le 7 octobre dernier. À croire qu'il ne s'est rien passé avant, il ne se passe rien dans le monde à part ça. Des Delogu, des Bompard. En fait, c'est un parti qui est nauséabond. Alors, moi, je ne suis pas étonné par ça. Maintenant, je pense que vous avez oublié de dire une chose, c'est qu'il y a un terreau en réalité. Moi, demain, on peut me dire, tu vas brûler des mosquées, et je ne vais pas le faire. Ouais. Donc, s'il n'y avait pas de terreau, leur discours, il ne serait pas audible. Si en face, vous n'aviez pas des gens qui sont d'accord avec ça et qui adhèrent à ça, derrière, il ne se passerait rien, quoi. Et je vous dis, moi, j'ai pas vu beaucoup de juifs aller profaner des mosquées, et encore heureux. Alors. Mais j'en ai pas vu. Et je vais vous dire, Cyril, j'ai quasiment 40 ans. Moi, j'ai vécu dans un quartier, ce qu'on appelle difficile. J'ai toujours connu la police devant la synagogue pour nous protéger. Alors, on allait prier, Cyril. Hein. Qu'est-ce que vous dites de ça, Olivier d'Artigol, de ce que dit Mickaël, notre auditeur sur Europe 1? C'est qu'aujourd'hui, le racisme est un antisémitisme. C'est-à-dire que les actes sur la dernière année de racisme sont à 40% des actes d'antisémitisme. Alors que les Juifs de France ne représentent que 1% de la population. De la population. Moins de 20%. Donc, il décrit une situation qui, en effet, s'est aussi installée dans les quartiers. Il y a, par ailleurs, et malheureusement aussi, des actes, mais en bien moins nombre, contre les mosquées, qu'on a évoqué dans l'actualité. Bien sûr. Oui, Gauthier Lebray. Non, mais je suis d'accord avec lui, forcément. Avec Mickaël. Avec Mickaël. Si le discours de Jean-Luc Mélenchon, et d'ailleurs de certains de ses députés qui sont les plus radicaux, Sébastien Delogu, réélu au premier tour, qui brandissait un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Daniel Obono, qui dit le Hamas est un mouvement de résistance, réélu au premier tour aux dernières législatives. Donc oui, il y a un terreau, il y a plus qu'un terreau, il y a une vraie clientèle pour ce discours qui flirte avec l'antisémitisme, pour ce discours, j'allais dire négationniste, parce que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste selon eux, et parce qu'on euphémise toujours ce qui s'est passé le 7 octobre dans ce discours-là de la France insoumise. Si il n'y avait pas un écho et s'il n'y avait pas une clientèle, Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas cette stratégie. C'est ce que dit ce matin Georges Bensoussan. Il se fiche un peu de ce qui se passe en Palestine. Il prend cette stratégie-là parce qu'il veut que ça lui rapporte des voix. Donc si ça lui rapporte des voix, c'est qu'elles existent et il compte bien aller les chercher dans les quartiers et auprès de la jeunesse. Valérie Bénaïm. Oui, parce que cette jeunesse-là, elle est friable à des théories très simplistes et que c'est de la politique TikTok et que à coup d'images choc et à coup de slogans choc qui sont pas des slogans. Jeunesse, hein. Oui, pas de la jeunesse d'ailleurs. Mais voilà, des choses qui ne font pas appel ni à la réflexion ni autre. On a des images fortes, des slogans forts et ça impacte, ça imprègne ceux qui les écoutent. C'est vrai sur TikTok, oui. Mickaël, vous voulez réagir encore? Il y a un vrai travail à faire à la maison avec l'éducation, notamment des parents. Oui. Si les parents font pas le job au départ, derrière c'est terminé. Et ça c'est la première chose. Après on peut être déçu par contre de ce qui s'est passé avec ce rétro-pédalage sur on va faire des choses le 7 octobre et finalement on va rien faire au niveau de l'école. Parce que là je pense que je pense que c'est j'ai peur, hein. Sincèrement, j'ai peur de ce que je vais dire, mais je pense que c'est de la peur. Bien sûr. Bien sûr. Et je pense qu'il a peur de le mettre le feu aux poudres. Et tout à l'heure, vous disiez en réalité opposer des communautés, mais je pense que la communauté juive, elle n'est pas en guerre avec la communauté musulmane. Enfin, en France, moi, je vois pas ça. Il y a beaucoup d'antisémitisme, qui est le fait d'une certaine partie de la communauté musulmane, mais je vous dis qu'il est souvent élevé au biberon avec l'idée du juif méchant, du juif qui est riche, du juif qui a réussi, etc. Et tant qu'on ne changera pas le logiciel, il se passera rien. Et tant qu'on n'aura pas des politiques qui disent maintenant voilà, ça suffit, c'est terminé. L'exemple du premier, je crois que c'est en Allemagne où il a fait en fait une allocution, le Premier ministre qui était exceptionnel, disant l'antisémitisme il n'a pas sa place ici. Mais c'était clair, c'était pas le entre-deux, c'était pas j'ai un peu peur de froisser, etc. Mélenchon, on sait ce qu'il pense. Il n'y a aucun souci, c'est clair depuis le début. Je pense qu'on ne sait même pas ce qu'il pense. Non, il pense comment il peut être président. C'est ça.
Voilà. Oui, mais il pense comment se qualifier au second tour. Exactement, oui. Mais là où Mickaël a raison, c'est... Pardon. Bien sûr bien sûr. S'il se qualifie au second tour, c'est pour être président, c'est pas pour faire un second tour. Il sait qu'il ne la gagne pas. Pas du tout. Alors là, mais d'Artigol, vous êtes une naïveté, excusez-moi. Je pense que ce qu'il vise, c'est la qualification à un second tour de la présidentielle, mais qui sait que dans le rapport de force politique aujourd'hui, il a perdré. Pas du tout. Il y croit dur comme fer. Il fait pas tout ça pour que le pouvoir lui échappe. Mais vous êtes fou, quoi. Il est persuadé qu'il peut gagner contre Marine Le Pen au second tour. Moi, je pense qu'il pense que Marine Le Pen peut gagner contre lui, mais qu'une fois que Marine Le Pen est au pouvoir, c'est le chaos et c'est lui qui arrive derrière. Oui, mais en tout cas, il est sûr qu'il peut y arriver. Voilà. Bien sûr, il fait pas tout ça pour rien. Il fait pas tout ça pour rien, donc. On peut en vouloir Cyril au Parti Socialiste parce qu'ils ont vraiment vendu leur âme pour un plat de lentilles. Oui. C'est ce que je dis d'Artigol à chaque fois. Mais tout à l'heure, on entendait M. Hollande, mais c'est pathétique. C'est pathétique. Et je vais même vous dire mieux. Aux européennes, c'est le Parti Socialiste qui est arrivé devant la LFI. En théorie, place publique. On aurait dû avoir le monsieur Glucksmann qui dit maintenant, voilà, moi je fais une alliance avec un tel, tous les autres je les dégage, j'en veux pas. Voilà. Il avait eu un peu de courage. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu de courage. Je vais vous dire juste un truc, Mickaël. Qu'est-ce qu'on voit en discutant depuis le début de cette émission, si les auditeurs d'Europe 1 sont avec nous depuis 16 heures? On ne voit qu'une seule et unique chose. Dans tous les témoignages, dans tout ce qu'on a dit, il n'y en a pas un qui a de réelle conviction, excusez-moi de vous dire ça. François Hollande, il pense qu'il y a une seule chose. Il se dit, est-ce que j'ai pas un coup à jouer en 2027 ? C'est aussi simple que ça. Jean-Luc Mélenchon, il se dit, tiens, j'ai une stratégie, je vais aller chercher ceux qui ne votent jamais. Et peut-être qu'en allant chercher ceux qui ne votent jamais, je vais me retrouver au second tour face à Marine Le Pen et peut-être que je peux gagner. Tous les gars qu'on évoque... C'est désespérant. C'est juste, ils n'ont aucune conviction, Mickaël. C'est ça qui est fou. Donc, ils ne pensent qu'à une seule chose, c'est quelle stratégie ils vont employer. Quand ils vont faire une allocution, quand ils vont dire quelque chose, quand ils vont prendre une décision, c'est juste pour se dire, alors derrière, qu'est-ce qui va se passer et est-ce que ça peut me permettre d'avoir quelque chose et est-ce que ça peut me permettre peut-être d'être là en 2027 et est-ce que ça peut me permettre d'être peut-être le candidat de 2027. C'est une bonne définition de la politique. Mais ambition personnelle. Mais justement, moi, la politique, pour moi, c'est pas ça. Il n'arrête pas de dire qu'il pense à la France, mais en fait, il pense à... La politique, pour moi, c'est d'abord penser... Moi, en vérité, la politique, ça doit être des mecs qui se disent, j'ai envie de sauver mon pays. C'est tout. C'est pour ça que, parfois, je me dis peut-être qu'il faut prendre aussi des mecs, je vous jure, des mecs qui ont très très bien réussi, des mecs qui ont très bien réussi, qui ont réussi leur vie, qui sont des grands chefs d'entreprise, qui ont cartonné partout, qui n'ont plus besoin d'argent, qui pensent qu'il y a une seule chose, c'est ils veulent rendre au pays qui leur a énormément donné. L'intérêt général, quoi. Exactement. Et se dire, moi, je vais aller aider la France, parce que j'ai une expérience, j'ai un truc, je sais gérer une entreprise, je vais essayer d'aider la France. Il n'y a pas beaucoup de profils pour faire ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. Non. Mais c'est, en vérité, moi, je pense qu'il vaut mieux aller vers ça. On le voit bien, c'est des carriéristes, c'est tout. Sinon, François Hollande n'aurait pas pactisé avec le nouveau Front Populaire et la France Insoumise. Si les convictions passaient avant tout, si Jean-Luc Mélenchon était aussi infréquentable qu'il le dit et qu'il l'a encore dit ce matin, il ne fallait pas aller s'allier avec lui. C'est tout. Il ne fallait pas aller pactiser avec la France Insoumise. Et c'est extrêmement triste qu'on est en train de dire sur Europe 1. C'est extrêmement triste. Parce que vraiment, on le dit, ils n'en ont rien à foutre. Mais Mickaël a dit quelque chose d'essentiel. Ils n'en ont rien à fiche de nous, je vous le dis. Ah oui. Complètement. Sur la peur d'Emmanuel Macron. Parce que cette peur a fait qu'il n'est pas allé à la marche contre l'antisémitisme. D'ailleurs, c'est un point commun avec Jean-Luc Mélenchon. Il a de plus en plus de points communs avec Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. On a vu son appel à ne pas livrer d'armes à Israël. Sur Nasrallah, le chef du Hezbollah, aucune réaction d'Emmanuel Macron, condamnation de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est intéressant, c'est similarité de position depuis 2 semaines entre Jean-Luc Mélenchon, condamnation aussi d'Emmanuel Macron sur les bombardements contre le Hezbollah. Il fait une vidéo, on dirait que c'est des bombardements contre la population civile libanaise. Et il oublie de dire que c'est des bombardements contre les terroristes du Hezbollah qui ont tué 58 soldats français. Tout ça n'existe pas. Ayons quand même le mot pour les populations civiles. libanaises. Mais on en a tous les jours. Mais ça n'empêche pas. Non, mais il y a aussi ça n'empêche pas le silence. On veut faire le silence sur Nasrallah, c'est hallucinant. Pas tous en même temps. Oh, Valérie Benaïm, calme. On se calme, oui. Non, mais le silence, le seul. Quand Gauthier Lebret parle, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on l'écoute. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça doit être une bonne devise. Le seul qui, au gouvernement, a fait référence à la neutralisation de Nasrallah, c'est Michel Barnier dans son discours de politique générale, qui a rendu hommage aux 58 soldats français assassinés par le Hezbollah, des terroristes islamistes. Jean-Noël Barrot, il a enfin dit aujourd'hui en conférence de presse que c'est le Hezbollah qui est responsable de ce qui est en train de se passer dans le sud du Liban et dans le nord d'Israël. Et Emmanuel Macron, encore une fois, pas un mot. Pas un piètre mot sur ce qui s'est passé, sur la neutralisation de Nasrallah. C'est hallucinant. Hallucinant. Merci Gauthier Lebret, ça fait toujours plaisir de vous entendre. Mickaël, vous voulez rajouter quelque chose sur Europe 1 ? Vous
savez, en réalité, on voit, alors, je voulais pas parler du conflit, mais on voit ça de notre œil européen. Je pense qu'Israël rêverait d'avoir comme voisin le Luxembourg ou la Suisse. Malheureusement, ils n'ont pas ça. Donc autour d'eux, ils ont des pays plus ou moins hostiles, avec plus ou moins de valeurs. Et quand ils reçoivent un coup, ils doivent en donner 10. Ça s'appelle de la dissuasion. Mais il n'y a que ça qui fonctionne en réalité. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils le font. Après, pour revenir juste 2 secondes ici, après je laisse ma place, parce que vous avez sûrement plein d'autres personnes qui veulent intervenir. Ce soir, vous avez des manifestations un peu partout. Il y a quelque chose au Dôme à Paris, il y a quelque chose à Lyon. Moi, je voulais y aller au début. Je ne sais pas si je vais y aller, c'est à 18h à Lyon. Ouais. Parce que j'ai peur de voir que des juifs et que ça concerne en fait que des juifs, cette histoire-là. Oui. Et si vous regardez la profanation du cimetière à Carpentras, c'est pas si vieux que ça, il n'y a pas 100 ans. Il y avait tout le monde dans la rue. Et il y avait du monde. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus personne. Ça concerne qu'une petite partie de la population. Quand vous tournez autour de vous, vous voyez que des juifs ou alors des gens avec une écharpe tricolore qui viennent pour la photo. Mais c'est tout. En fait, il n'y a pas de Français lambda. Et ça, c'est vraiment triste. Et vu de l'extérieur, quand vous recevez des gens chez vous et qui viennent de l'étranger et qui voient qu'en réalité, je sais pas, vous mettez une casquette, votre mezouza, vous la mettez à l'intérieur. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai changé ma porte de. C'est ce dont je disais tout à l'heure. Ce dont je parlais. La mezouza, on l'a mis à l'intérieur. Oui. Et en fait, c'est des petites choses où vous vous habituez à ça. Mais c'est pas normal. C'est pas des choses qui sont normales. C'est soit vous pouvez vivre bien, soit alors peut-être que l'endroit où vous êtes, c'est peut-être pas là qu'il faut rester et peut-être qu'il faut partir. C'est pour ça que vous avez un grand nombre de coreligionnaires qui partent. Et je pense qu'ils aiment la France. Mais c'est juste que ils ont le sentiment que la France les aime plus. Exactement. Merci. Oui, je peux embrasser juste ma femme. Bien sûr, allez-y. J'embrasse ma femme Jessica. On l'embrasse Jessica. Je croyais que c'était Valérie Benaïm avant ma femme. Je me suis dit, écoutez, embrassez-la avec grand plaisir. Ça fait longtemps que ça ne lui est pas arrivé. Merci Mickaël, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On va se retrouver dans un instant. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. Gauthier, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé avec Anne Gente dans un instant, la ministre. J'ai une théorie, vous allez voir. Exactement, oui, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 7 octobre, une date qui reste dans les têtes, forcément, et qui restera toujours dans les têtes le 7 octobre. Il est 17h03, on est sur Europe 1, on est en direct. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'auditeurs me disent comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'hommage dans les écoles? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'hommage national? Gauthier Lebray, est-ce que vous pouvez nous raconter, parce qu'il y a eu un petit couac la semaine dernière avec la ministre de l'Éducation. Alors, un hommage national, il y en a eu un aux Invalides, mais en février dernier, il n'y en a pas de nouveau effectivement de prévu, alors que 43 Français ont perdu la vie, ont été assassinés par les terroristes du Hamas. C'est l'attentat qui a le plus endeuillé la France, il faut le rappeler, depuis l'attentat de Nice et la promenade des Anglais. Et effectivement, couac de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, type Amélie Oudéa-Castéra. Elle s'appelle Anne Gente, c'est sa première interview, et énorme couac. Elle annonce un hommage aujourd'hui, donc lundi 7 octobre, dans les écoles de France pour rendre pensée évidemment à toutes les victimes et évidemment aux franco-israéliens assassinés par le Hamas. Et puis rétropédalage de la ministre qui contacte une autre radio sur laquelle elle avait fait cette interview matinale en disant non, finalement en fait c'était un hommage pour Dominique Bernard et Samuel Paty, 2 professeurs assassinés par des islamistes, qui sera prévu à la mi-octobre. Mais quand vous réécoutez son sonore, elle parle déjà de cet hommage prévu mi-octobre pour Dominique Bernard et Samuel Paty. Elle dit il y aura 2 hommages, un le 7 et un vers le 15 octobre qui donc réunira les 2 professeurs lâchement assassinés. Ce qui ouvre à une théorie. Une interview de ce type, quand c'est la première de la ministre de l'Éducation nationale, elle est largement préparée. Elle ne s'avance pas comme ça sur un hommage sur le 7 octobre, hypothétique, pour se tromper. Alors il y a une théorie. Elle ne s'est pas trompée, parce que là on essaye de la faire passer pour une imbécile. Excusez-moi, mais on la fait passer pour quelqu'un qui n'est pas préparé, qui est un peu dilettante, qui va comme ça un peu à l'improviste. On la fait passer, comme je vous le disais, pour une nouvelle Amélie Oudéa-Castéra. Il y a une théorie. Elle ne s'est pas trompée et l'hommage a été annulé par sa hiérarchie, si vous voyez ce que je veux dire, par plus auquel. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. Je dis juste que certains se posent la question quand on entend la ministre de l'Éducation nationale et quand on voit ce rétropédalage douteux alors qu'elle avait déjà bien séparé l'hommage pour le 7 octobre et l'hommage pour les 2 professeurs. Voilà. Est-ce que au-dessus d'elle, on n'a pas eu peur? La même peur qui a empêché un certain président d'aller à la marche contre l'antisémitisme, vous voyez?
Oui, Valérie Benaïm. Oui, de toute façon, tu as raison, Gauthier, qu'il y ait eu rétropédalage ou pas, il y a en tout cas clairement un manque de courage. Oui. Tout simplement. C'est-à-dire que on recule et on est à nouveau dans le pas de vague avec cette angoisse. Et je peux comprendre les professeurs qui se disent, il va falloir que je gère mes classes, il va falloir que j'explique. Alors évidemment, ils sont en première ligne, c'est eux qui vont devoir faire. Mais il y a un moment, si on lâche là-dessus, si on recule sur la pédagogie, sur l'explication, ça aurait été le moment justement de rappeler ce que c'est que l'antisémitisme, ça aurait été le moment de rappeler ce que c'est que la lutte contre les extrémismes et les fondamentalismes, etc. Si on recule là-dessus, on a perdu. Fabien Lecoeuvre. Je voulais ajouter une chose pour compléter ce que dit Valérie Benaïm, c'est-à-dire entre le 11 septembre 2001 et le 7 octobre 2023, il s'est passé que 22 ans. En 22 ans, les comportements humains ne sont plus les mêmes. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un silence coupable. C'est-à-dire que au XXIe siècle, on ne gère plus les choses 22 ans plus tard de la même manière. Les comportements des gouvernements, des populations, la division est plus importante que après ce 11 septembre 2001. Et c'est ça qui est important de rappeler, c'est que les comportements humains ne sont plus du tout les mêmes. Et Valérie Benaïm l'avait très bien souligné au début. 01 80 20 39 21. On va prendre tout de suite Céline en ligne. Après, on aura Dimitri, Eric et Marie. Caroline, tout à l'heure, qui est israélienne, qui voyage en France et qui va nous dire ce qu'elle pense quand elle vient en France. Céline est avec nous. Bonjour Céline, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. Merci d'être là. Vous m'entendez ? Très bien Céline, vous habitez Paris, c'est ça hein? Alors, j'ai écouté tout ce qui a été dit. Bonjour à tout le monde. Bonjour Céline. Toujours Paris, vous habitez Paris ? Oui, Paris, dans le 20e précisément. Oui, je sais. Voilà. Très bien. Donc, on va dire un quartier multiculturel, mais qui change progressivement en radicalité. Voilà. Je ne suis pas d'origine juive, je suis catholique normalement, mais bon, je ne pratique je ne pratique pas ma religion et je veux rester neutre au niveau de toute religion. Je respecte tout le monde, mais il ne faut pas qu'on vienne m'embêter avec ça. Et en ce moment, je suis servie. Voilà. Donc, pour le coup, si vous voulez, moi, j'ai appelé pour dire que je suis étonnée que les gens soient étonnés des différents propos et de notre président, et encore pire de M. Mélenchon et de ses frelons. Voilà. Oui. Parce que, de toute manière, ce sont des gens toxiques qui, depuis des mois et des mois, disent des choses abjectes. Et tout à l'heure, j'entendais au journal de 17h, on parlait de Jean-Marie Le Pen, pour autre chose, mais à l'époque de Jean-Marie Le Pen, il a été jugé, condamné pour tenir des propos qui étaient, on va dire, rétrospectivement bien moins forts que ceux qu'on entend aujourd'hui. Et là, il ne se passe rien. Oui. Pareil, oui, il ne se passe rien. Mais il faut savoir aussi qu'il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de volonté. Je vais vous dire, les propos de la LFI sont aussi graves que les propos qu'a pu tenir Jean-Marie Le Pen. Qui a été condamné pour ça. Exactement. Et il y a un truc, elle a raison Céline sur un truc, c'est que, excusez-moi de le dire, Olivier d'Artigol, c'est qu'à gauche, on peut tout se permettre. Je suis désolé. Ils peuvent tout se permettre. Je suis désolé. Les mêmes. Imaginez Jordan Bardella ou Marine Le Pen dire les mêmes choses tous les jours, mais ou sur Twitter, ou sur des antennes, ou mais écoutez-moi même, ça aurait été mais c'était terminé. Ils les auraient mis hors jeu, mais sûr et certain. Donc il y a quand même deux poids deux mesures. Excusez-moi. Le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune décision de justice condamnant Jean-Luc Mélenchon à des propos antisémites. C'est réel, c'est factuel. Suffisamment malin pour tout se cacher. Tout simplement parce qu'il reste tout le temps sur la ligne de crête. Exactement. Et qu'il fait très attention, et les autres à côté de lui aussi, jusqu'au jour où il y aura très certainement une condamnation. Très bien. Céline, moi je suis donc content de vous avoir eu sur Europe 1 parce que je suis assez d'accord avec vous, en tout cas sur le deux poids deux mesures. Je voulais rajouter Céline, une chose. Vous restez avec nous Céline, on vous reprend dans un instant sur Europe 1. On aura Marie-Caroline également, on aura Dimitri et Eric. Marie-Caroline qui est israélienne, qui est venue en vacances en France, qui est souvent en France, qui va nous dire ce qu'elle en pense des propos aussi de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h11, on marche sur la tête, c'est sur Europe 1. C'est votre rendez-vous, bien entendu, quotidien, du lundi au vendredi, entre 16h et 18h, avec Olivier d'Artigol qui est avec nous, Valérie Benaïm et l'immense Gauthier Lebré. Et on a bien sûr l'inénarrable Fabien Lecoeuvre, exceptionnel. Pour le moment, on est avec Céline qui réagissait à Jean-Luc Mélenchon qui disait qu'il fallait mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités demain. Céline, notamment, vous réagissiez sur toutes les phrases qui ont pu être dites par la France Insoumise, Céline. Et vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter, parce que j'entendais Valérie Benaïm tout à l'heure parler de l'éducation, je suis complètement d'accord avec elle, l'éducation nationale, mais je crois que le combat est déjà perdu depuis de nombreuses années.
vous savez, quand vous mettez un Pape Ndiaye et une Nicole Belloubet qui ont peu d'empathie et qui font des reniements sur l'histoire, mais sur l'histoire en général, hein, donc on en arrive à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et si dans les foyers il n'y a pas une éducation qui permette de redresser tout ça, et ben on en arrivera. Moi, je suis à un âge où je dis que je vis le moment qui m'est possible, et puis tant pis pour la suite. Hein, mais je me fais pas d'illusions pour la suite. C'est triste, hein. Oui, c'est triste. Je suis un peu, je suis un peu comme ce que disait Michael. J'espère que ça va se redresser, mais je me fais peu d'illusions. Oui. Vous êtes assez pessimiste, hein, Céline. Oui, parce que si vous voulez, tant qu'on n'aura pas, il faudrait quoi, un De Gaulle 2024 qui nous sorte de tout ça. Oui. Quelqu'un qui est pas peur et qui décide de prendre tout ça à bras le corps et de retourner la machine. Seulement, Monsieur Macron, il a la trouille. Hein, tout le monde se dit, oui, il a peut-être peur. C'est pas qu'il a peut-être, c'est qui il a peur. Il a la trouille. Gauthier Lebray. Et donc, il préfère brosser la poêle de l'entrisme que combattre. Voilà. Alors, il y a justement, il y a Manuel Valls qui a dit, je ne sais plus quand, dans une interview là, qui a dit si Israël perd cette guerre, c'est tout l'Occident qui va tomber. Mais parce que ce que dit Manuel Valls, c'est qu'Israël est en première ligne contre un mal qui s'est abattu au Bataclan, qui s'est abattu à Nice sur la promenade des Anglais, qui s'appelle l'islamisme. Donc, Benyamin Netanyahou, quand il répond à Emmanuel Macron, il lui dit on est sur 7 fronts, l'Iran, le Hezbollah et le Hamas évidemment. Donc oui, c'est cela que cherche à dire l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui est d'ailleurs en Israël aujourd'hui 7 octobre. Vous savez, je voulais dire sur la peur d'Emmanuel Macron qui l'empêche d'aller à la marche contre l'antisémitisme, qui l'empêche d'ordonner une minute de silence aujourd'hui dans les écoles de France, de saluer la neutralisation du chef du Hezbollah Nasrallah. Aujourd'hui, il a fait un tweet sur le 7 octobre. Il n'utilise jamais le terme de terrorisme et jamais le terme d'islamisme. C'est toujours pareil. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas ces deux termes-là qu'utilise d'ailleurs son Premier ministre Michel Barnier? C'est quand même très étonnant et on est comme ça dans une suite d'événements depuis une quinzaine de jours où on ne comprend plus la position d'Emmanuel Macron. C'est le même il y a moins d'un an qui était à Tel Aviv et qui, sans d'ailleurs avoir prévenu personne, ni ses alliés, ni même son ministre des armées Sébastien Lecornu, proposait une coalition internationale contre le Hamas comme celle qui a lutté contre Daesh. On rappelle qu'il y a quand même 2 otages français qui sont à Gaza, qu'on a encore un otage aussi en Iran, français, et on le voit pas. Alors, pour moi, je vais soulever un lièvre d'Artigol. Est-ce qu'ils, parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Est-ce qu'ils sont juifs avant d'être français ou français avant d'être juifs, Valérie Benaïm? Cette question, elle est terrible parce qu'on n'a pas envie de se la poser. Oui. On n'a pas envie de se la poser. Pas là, quand même. D'Artigol, il faut peut-être se la poser. Excusez-moi, on pose les questions sur Europe 1, il est 17h15. Vous avez raison, mais elle est dure. Hein. Elle est dure, mais il faut peut-être se la poser. Est-ce qu'ils sont considérés comme juifs avant d'être français ou français avant d'être juifs? Qu'est-ce que c'est que ce pays qui n'est pas capable de rendre hommage avec une minute de silence dans ses classes quand il y a 43 Français qui sont morts il y a un an et que c'est l'attentat qui a le plus endeuillé le pays depuis Nice? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Je vous pose la même question sur les 43 Français. Ouais. D'abord, c'est est-ce qu'ils sont considérés comme des Français comme les autres? Est-ce qu'ils sont considérés comme des Français comme les autres? Olivier d'Artigol. Dans l'histoire des dernières années, qu'on a eu des otages français dont les prénoms et les noms ont aussi peu été évoqués dans les débats politiques et publics. Une sorte d'invisibilité, première chose. Deuxième chose, moi je pense qu'on ne peut absolument pas douter que la France est le pays de l'affaire Dreyfus, mais qu'il y a aujourd'hui une autre dimension dans le projet macronien. C'est qu'il y a aujourd'hui chez Emmanuel Macron, je ne sais pas quelle est la vision politique sur le plan des affaires internationales d'Emmanuel Macron. Il est illisible. Je ne sais pas s'il a une vision, s'il a une réflexion de longue haleine sur quel monde voulons-nous. Son logiciel politique là-dessus, il est totalement... je ne peux rien vous dire sur sa politique étrangère aujourd'hui. Rien. Céline, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci de m'avoir entendu. Ça nous a fait bien plaisir. Merci Céline, merci beaucoup. On a Dimitri qui est avec nous en ligne. Bonjour Dimitri, 32 ans, qui habite vers Marseille. Oui, bonjour, j'habite Marseille même. Merci Dimitri, merci d'être avec nous. Vous faites quoi dans la vie? Je suis pompier. D'accord, magnifique. Bravo Dimitri. Ouais. Franchement, quel beau métier. Au moins, franchement, bon. Et vous travaillez pas aujourd'hui? Non. Tranquille. Non, j'ai fini à 16h. Bon, très bien. On va continuer, Dimitri. En tout cas, bravo à vous. Dimitri, dites-nous tout. Vous voulez réagir sur tout ce qu'on dit depuis le début, bien sûr, et notamment ce manque de courage, notamment sur Jean-Luc Mélenchon.
voilà, qui pousse à mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités demain. Moi, je vais vous dire, pourquoi on n'aurait pas dit il faut mettre des drapeaux palestiniens et israéliens demain partout dans les universités? Et quand je vous ai dit qu'ils cherchaient à opposer. Bah oui, mais voilà, mais ça aurait été plus logique, non? Et pourquoi on met pas les drapeaux israéliens le jour du pogrom du 7 octobre? Oui, bah, il aurait pu le dire, ça aussi, Jean-Luc Mélenchon. Non, il l'a pas dit. Voilà, aujourd'hui drapeau israélien, et demain, s'il veut, drapeau palestinien, ça aurait fait comme ça. Voilà. Bien les deux en même temps. Bien, aujourd'hui, il aurait pu. Mais je pense pas qu'il ait eu. Il cherche pas à pacifier. Ouais, je pense pas qu'il ait eu. En même temps, c'est beau. Je pense pas qu'il ait eu l'idée, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il a peut-être eu l'idée, mais il s'est dit non, c'est une très mauvaise idée. Dimitri, oui. Ouais, moi je pense qu'on ne devrait pas mettre de drapeau, que ce soit de tous les pays, on devrait mettre que le drapeau de la France dans une école. Exactement, je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'a dit François Hollande d'ailleurs. Bravo. François Hollande, ça fait. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas dit un truc intelligent. C'est vrai. Et je pense que Mélenchon, en fait, surtout, il se sert de ça pour son électorat, comme vous avez clairement dit au tout début de l'émission, et il s'en sert énormément. Il n'en a rien à faire de la cause palestinienne. Il n'en a rien à faire de ce qui se passe là-bas. Il n'en a rien à faire des gens, en fait. Il n'en a rien à faire des gens. Tu vois, c'est son propre confort de vie. Il veut être président de la République, il le veut à tout prix. Il a trouvé cette faille des personnes qui ne votaient pas. Et sur cette branche-là, il tape la Palestine pour inciter les gens à voter pour lui. C'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on dit. Il s'est entouré de Rima Hassan, que Rima Hassan aussi, pareil, je pense que l'intérêt des Palestiniens s'en fout complet. Et de tous ceux qui sont entourés, de tous ceux que Mélenchon s'est entouré, ils s'en foutent complètement. Complètement, non mais complètement, mais on est d'accord, ça là-dessus, franchement il n'y a aucun doute, c'est ce que disait encore ce matin Georges Bensoussan sur Europe 1, Jean-Luc Mélenchon se moque éperdument de la Palestine, il souhaite le chaos en France. C'est ce qu'il a dit sur CNews, Georges Bensoussan ce matin. Et il y arrive, il y arrive à le faire. Bah oui, bien sûr qu'il y arrive. Moi je me marie bientôt, oui. Et je suis de confession juive. D'accord. Je me marie bientôt, et il y a des gens de mon entourage qui ne sont pas juifs, qui m'ont appelé hier, un couple qui m'a appelé hier, mais c'est pas les seuls. C'est les premiers à avoir assumé, mais c'est pas les seuls. Je pense qu'on refusé l'invitation à mon mariage. Pourquoi Je pense hier ils m'ont dit clairement qu'ils avaient peur de venir. Pourquoi? Parce que avec tout ce qui se passe actuellement sur les juifs et tout. Vous étiez une cible. Au début ils avaient du mal à dire le mot juif. Ils l'ont dit après quand j'ai cherché un petit peu la réponse. Et puis ils m'ont dit oui, on a un peu peur, c'est un mariage juif, voilà. Franchement, je sais pas comment ça va se passer. C'est terrible. C'est fou, quoi. Ils ont encore la chance d'habiter Marseille, et pour l'instant à Marseille, je trouve qu'il y a un vivre ensemble qu'il n'y a peut-être pas ailleurs en France. On a une chance dans le sud, c'est ça. On n'est pas à l'abri, mais c'est incroyable ce que vous dites. C'est quand même une cosmopolite Marseille, on a un peu cette chance-là. Sur votre mariage, c'est incroyable ce que vous dites. Oui, vraiment, ça m'a fait une grosse peine, parce que c'est des gens que je tenais, que ça me tenait à cœur qui viennent, et ça m'a un peu déçu. Après, on peut pas non plus leur jeter la pierre. Avec tout ce qui se passe actuellement, en fait, c'est les médias aussi les chaînes de télé aussi qui mettent un peu le doigt, pas tous, mais certaines chaînes de télé qui mettent un peu le doigt sur l'insécurité, sur ça, et ça fait un peu peur à tout le monde. Incroyable. Mais c'est intéressant aussi ce qu'on entend là quand il dit je veux pas leur jeter la pierre. C'est vrai que c'est intéressant d'entendre aussi la communauté juive qui a intégré le fait que c'est presque normal que leurs écoles, que les écoles pour les enfants de confession juive soient protégées par des militaires, que leurs lieux de culte que soient carrément des bunkers, que leurs lieux de culte soient protégés, que devant les magasins de viande cachère, eh bien, il y ait 2, 3, 4 vigiles, parce que alors qu'on ne l'aurait pas devant un autre magasin d'alimentation. Ils ont intégré cette idée que c'est presque normal, et c'en est désespérant. Exactement. Merci Dimitri d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Merci beaucoup Dimitri. On a Eric qui est avec nous. Bonjour Eric, merci d'être là Eric. Oui, bonjour. Merci Eric, vous nous appelez d'où? De Grenoble. Grenoble, là-bas, c'est Eric. C'est Erico, c'est Erico le Grenoblois. C'est ça. Alors Eric, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on dit depuis le début? Jean-Luc Mélenchon, pas de commémoration dans les écoles, etc. Vous dites quoi? Moi, je trouve ça un peu scandaleux. Je me demande quand est-ce qu'on va proposer d'interdire ce parti, le LFI. En fait, c'est un parti qui pousse à la sécession, qui pousse les gens à la haine, à la révolte. Je veux dire, on a dissous des groupes d'extrême droite ou de droite ou d'autres pour beaucoup moins de ça. Donc voilà, il n'y a aucune réaction politique. Donc on laisse monter la haine, on laisse monter les gens les uns contre les autres.
et personne ne bouge. Donc c'est tout à fait normal. En fait, je me posais la question, c'est de me dire, l'antisémitisme de droite, il est quand même bien moins tolérable que l'antisémitisme de gauche, apparemment, en France, non? Ah, mais c'est exact. C'est ce que je disais tout à l'heure, Eric. Je disais, mine de rien, eux, ils peuvent tout se permettre. Ah, mais... Ils peuvent tout faire, tout passe. Et encore, ils donnent des leçons à tout le monde. J'ai encore vu, moi, Manon Aubry qui m'a donné des leçons là, sur les réseaux encore ce week-end. Manon Aubry qui me donne des leçons, qui donne des leçons à tout le monde, il continue à donner des leçons et à distribuer les bons et les mauvais points. Alors que c'est quand même, il devrait se faire tout petit, mais non. Oui. Alors je vais vous dire que c'est pas la pire, Manon Aubry, mais quand même, dans la famille, dans la famille Adams de la France insoumise. Oui, mais souvenez-vous de cette tribune déjà dans Le Monde, parce que Le Monde n'en finit plus de défrayer la chronique. Dans cette tribune de Arié Halimi, avocat de Jean-Luc Mélenchon, qui expliquait qu'il y avait un bon et un mauvais antisémitisme. Exactement. Alors le bon antisémitisme, c'était l'antisémitisme de gauche et d'extrême gauche, qui était contextuel et qui pouvait s'expliquer par ceci ou par cela, et le méchant antisémitisme d'extrême droite. Alors que tout le monde a bien vu que maintenant l'antisémitisme s'était déplacé de l'extrême droite à l'extrême gauche, et que le nouveau Jean-Marie Le Pen s'appelait juste Jean-Luc Mélenchon. Mais vous aviez une tribune absolument lunaire dans Le Monde qui faisait une hiérarchie entre les antisémitismes. Est-ce qu'on peut se dire que l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, est condamnable? C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Même aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Il s'est déporté dans une partie de la gauche. Chaque fois, je fais la différence entre toute la gauche et la gauche. Mais que quand il s'exprime du côté extrême droite, il faut aussi être très ferme dans la condamnation. Mais personne ne dit le contraire. Non, je te parle d'une tribune. Est-ce que vous avez entendu dernièrement, Olivier d'Artigol, je parle de gros du RN, des gros du RN. Je vous parle pas des mecs. Non, il y en a pas. Voilà, merci. Eric, vous vouliez rajouter quelque chose, mon Eric? Juste, moi, je dirais, pour faire une contre-manifestation à demain, sortez les drapeaux français. Au moins, qu'on montre qu'on est fiers d'être français, qu'on n'est pas là pour se faire. Je vais vous dire. C'est des endroits qui sont laïques. Sortez des cocardes, sortez des drapeaux, et puis montrez que vous êtes fiers d'être français. Je vais vous dire, les Français, ils n'en peuvent plus d'entendre ce genre de choses. Je vais en parler dans un instant. Les Français, j'étais encore en tournoi à Lyon ce week-end, dans la banlieue de Lyon. Il y a énormément de Français qui sont venus me voir, qui m'ont parlé, et je vais vous dire quel est leur sentiment. Enfin, comment je l'ai ressenti. C'est incroyable. Ils ont un ras-le-bol de tout ça. Je vais vous en parler dans un instant. Vous réagissez 01 80 20 39 21. On aura Marie-Caroline, israélienne, qui vient en voyage en France, qui va nous dire comment elle ressent la provocation de Jean-Luc Mélenchon. On aura Franck également. Vous continuez à nous appeler vous aussi. On rappelle le numéro 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1 tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu sur Europe 1 et on continue à dire les choses. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui nous ont un petit peu chagrinés aujourd'hui. Gauthier Lebray, Valérie Benaïm, Olivier d'Artigol et Fabien Lecoeur. Plus que cela, ouais. Plus que cela. Qu'est-ce qui vous chagrine? Allez, dites-le. À 17h33, dites les choses un peu. Alors, vu que je n'attends plus rien de la France insoumise et que je ne suis absolument pas surpris par le discours de Mélenchon, ce qui me choque le plus, c'est la prise de position du président de la République il y a 48 heures. Pire timing possible. La France ne livrant en plus pas d'armes à Israël, mais on a l'Arabie Saoudite, au Qatar. Donc c'est un message envoyé aux États-Unis qui sont les principaux fournisseurs d'armes à Israël. Et ça fait suite, je trouve, à des ambiguïtés d'Emmanuel Macron sur les bombardements contre le Hezbollah, sur la neutralisation du chef du Hezbollah, neutralisation à laquelle il n'a pas réagi, sur son absence à la marche contre l'antisémitisme, sur le tweet qu'il a fait en début de journée sans utiliser le mot islamiste, sans utiliser le mot terroriste. Donc ce qui me surprend le plus en cette journée du 7 octobre, en plus il a voulu accueillir les familles à l'Élysée, c'est cette prise de position, parce que la France insoumise, enfin on n'est pas surpris, personne ne peut être surpris par ce que dit Jean-Luc Mélenchon, mais il fait le jeu de la France insoumise, Emmanuel Macron, il les renforce, il les alimente. Ils ont passé une journée samedi quand c'est tombé sur Twitter, c'était l'euphorie à LFI, tous ont félicité, même Rima Hassan, la prise de position d'Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui me chagrine le plus, comme vous dites Cyril. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'un auditeur puisse se dire il y a des gens qui ne seront pas à mon mariage. Ouais. C'est Valérie Benaïm en début d'émission en disant, face au silence, j'ai appelé en disant on peut en parler ou pas. Et c'est de nombreux compatriotes juifs qui, sur cette journée du 7 octobre, disent on se sent très seul.